Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité régionale 24 heures en Alsace. C'est une heure d'actualité en direct chaque soir de la semaine. On va parler d'une institution de la gastronomie alsacienne qui va rouvrir après 7 mois de travaux. Et un nouveau chef, le Crocodile à Strasbourg, son propriétaire Cédric Moulot, sera avec nous. Elle nous raconte le meilleur de tous les terroirs d'Alsace, mais aussi d'ailleurs Valérie Zago. Bien sûr, pour Épicurien, dans cette émission, on parlera Alsace, on parlera Languedoc également. Et vous avez certainement déjà entendu parler des compagnons du devoir, ces jeunes qui se forment notamment par le fameux Tour de France, mais des dizaines de formations existent, une manière différente d'apprendre un métier. Ils vous ouvrent leurs portes ce week-end, on en parlera également dans cette émission, on parlera de logement avec le magazine du logement et de l'habitat, mais on commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité, entre 2 et 3 000 personnes dans les rues de Strasbourg cet après-midi pour la 8e manifestation contre la réforme des retraites. Impressionnant dispositif de sécurité hier au stade de la Méno. Une simulation d'attentat était organisée pour tester la coordination des services de sécurité et de secours. Et puis à la Méno toujours, un album de vignettes autocollantes à collectionner, mais à l'honneur le quartier. Pour ce 43e jour de grève contre la réforme des retraites et cette 8e journée de manifestation, entre 2 et 3 000 personnes se sont rassemblées à Strasbourg cet après-midi à l'appel de 5 syndicats, CGT, CNT, FSU, FO et Solidaire, l'intersyndicale qui demande toujours le retrait total du projet. Le cortège de cheminots, bûcherons, avocats ou encore enseignants est parti de la place Kléber à 14h pour défiler vers le quartier de la Crutenau, un parcours qui avait été modifié par rapport aux dernières manifestations. Selon les manifestants, il s'agissait d'éviter le QG de campagne du candidat à la mairie de Strasbourg, Alain Fontanelle, QG qui avait été régulièrement recouvert d'autocollants et de tags. À Mulhouse, une manifestation est en cours, elle devait démarrer à 17h30 place de la Bourse. Des flambeaux devaient être également vendus au profit des cheminots grévistes alsaciens. Une nouvelle mobilisation devrait avoir lieu le 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Et parmi les manifestants, des enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg. Ce matin, une partie du personnel et des syndicats réunis en Assemblée générale a voté à l'unanimité une motion appelant à la grève. Ils estiment que la réforme des retraites pourrait leur faire perdre jusqu'à 30% de leur pension. Mais ils se mobilisent également contre la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche. Elle leur fait craindre notamment une baisse du nombre de titulaires. De réformes qui, pour Pascal Maillard, secrétaire académique du SNES, menacent le statut d'enseignant-chercheur. On l'écoute au micro de Cécile Motz. On appelle à la rétention des notes, au boycott des jurys, à la non-surveillance des examens. Et nous invitons l'ensemble des enseignants et des enseignants-chercheurs à tenir informés leurs étudiants de la situation. L'université va mal, je dirais que l'université brûle, nos statuts brûlent, non seulement les statuts des enseignants-chercheurs, mais les statuts de l'ensemble des fonctionnaires. Il faut mettre un point d'arrêt à ces réformes destructrices et qui sont totalement contraires à l'esprit du service public. Et une nouvelle assemblée générale se tiendra le 23 janvier. Si vous étiez dans le quartier du stade de la Méno hier à Strasbourg, vous avez forcément aperçu de nombreux policiers, sapeurs-pompiers ou urgentistes. Ils étaient près de 1000, mobilisés pour un exercice de simulation d'attentat. Des exercices devenus fréquents dans toute la France depuis les attentats de 2015. Mais celui-ci est un des plus importants organisés en Alsace. Le but, tester et coordonner l'intervention des différents secours. Adrien Labier, Cécile Motz étaient sur place. Cela pourrait être un samedi soir comme un autre. Un match Strasbourg-Metz se joue au stade de la Méno, quand tout à coup au début de la deuxième mi-temps, des coups de feu se font entendre. L'assaut des forces de l'ordre est lancé, l'attaque terroriste confirmée. Le scénario est bien rodé. Il y a les services de police et de gendarmerie qui, eux, vont essayer de gérer la crise et justement de déminer le terrain, comme on dit. Et ensuite, on a l'aspect secours. Surveiller la SAP, si ça descend en dessous de 94. Un exercice qui doit permettre aux différents services des forces de l'ordre et de secours de se coordonner dans des conditions proches de la réalité. Un brancard souple par équipe.
Reçu ? Allez, on se met en colonne et vous me suivez. Une fois le public mis en sécurité, direction le poste médical avancé, installé dans un gymnase voisin. Ici, les victimes sont recensées et prises en charge par les sapeurs-pompiers et les équipes du SAMU 67. Vous avez les urgences absolues, donc ça c'est les blessés graves sous les fers parallèles, qui eux vont être priorisés pour être envoyés vers les centres hospitaliers. Vous aurez les urgences relatives, donc c'est des blessés plus légers. Et ensuite on va avoir une autre catégorie de victimes qui vont être plus touchées psychologiquement, qui elles sont dans une autre structure que l'on appelle un centre d'accueil des impliqués. Pour cet exercice, 300 étudiants des écoles d'infirmiers du département ont été sollicités afin de se mettre dans la peau des victimes, avec chacun un rôle bien précis à jouer. L'objectif, tester la prise en charge psychologique et les méthodes d'enquête de la police judiciaire. J'ai juste vu quelqu'un dans mon champ visuel gauche faire un geste comme ça et mon ami s'est écroulé. Donc je pense qu'il s'est fait poignarder. Et là, il y a eu des cris, il y a eu un mouvement de foule et du coup, je suis partie, j'ai eu peur et je culpabilise un peu parce que là, j'ai pas de nouvelles de mon ami, je sais pas où il est. Avec les figurants, c'est près d'1 millier de personnes qui ont été nécessaires pour la réalisation de cet exercice. Une occasion rare pour tous de travailler ensemble. On a peu l'occasion de travailler en interservice, donc avec tous les partenaires, et c'est là qu'on voit les difficultés de lien et de coordination. Et surtout, c'est des missions qu'on travaille rarement, puisque ce n'est pas notre quotidien. Donc de temps en temps, travailler sur des exercices de grande ampleur, c'est très important pour nous. Bilan de cette fausse attaque, 7 morts, une centaine de blessés, 3 terroristes abattus et un 4e interpellé. Comment apprendre l'allemand autrement ? Au collège Louise Weiss, les élèves du cursus bilingue participent à de nombreux projets en partenariat avec des écoles de l'autre côté du Rhin. Ce matin, l'ambassadeur d'Allemagne et la rectrice de l'Académie de Strasbourg sont venus en découvrir plus. Camille Roland. Entre les murs de ce collège, situé en plein cœur du quartier du Neudorf, on peut entendre toutes les langues. Ici, 41 nationalités vont en cours ensemble. Un cursus bilingue est aussi proposé à tous les élèves de la 6e à la 3e. Et les élèves sont alors mélangés avec les non-bilingues. Ce jour-là, au programme du cours d'allemand, pas de livre ou de grammaire, mais un dialogue dans la langue de Goethe pour préparer une prochaine visite dans une école de Kehl, la Tula Schule. Genau, da kannst du vielleicht ihn nochmals anrufen, mit ihm telefonieren. Zu ihm gehen, genau, warum nicht? Ist nicht so weit, dann nimmst du die Tram. Pourquoi est-ce important pour plus tard d'apprendre l'allemand ? En quoi est-ce intéressant d'avoir un correspondant allemand ? Et qu'est-ce que tu aimerais faire à l'école Tula ? Avec ces questions, la professeure Christelle tente de faire réfléchir les élèves sur l'importance d'échanger avec des jeunes d'outre-Rhin. Ça donne du sens parce qu'ils n'apprennent pas l'allemand pour apprendre l'allemand, mais ils apprennent l'allemand pour discuter, pour rencontrer. Finalement, c'est de se rendre compte qu'en fait, les jeunes Allemands, ils vivent souvent comme les jeunes Français. Et quand on remarque qu'on se ressemble, finalement, voilà, on a envie d'apprendre la langue de l'autre parce qu'on se dit, voilà, je pourrais aussi aller là-bas, je pourrais parler en allemand. Depuis la rentrée dernière, les professeurs et documentalistes ont pris contact avec leurs homologues voisins pour lancer de nouveaux projets, comme l'écriture d'un journal franco-allemand sur l'environnement, la construction d'un pont de bois ou encore s'entraîner à bien réussir son CV et un entretien avec des élèves allemands. De quoi aborder la langue de Goethe de façon concrète et pratique. Au début, on stresse beaucoup et après, on se rend compte qu'en fait, c'est assez fluide et qu'on arrive à parler et qu'on progresse assez rapidement. Et en plus, ça ouvre d'autres possibilités professionnelles. En plus, on est juste à côté de Kehl. Du coup, on a des possibilités de faire des stages là-bas. Ils nous ont aidés à faire notre CV, du coup. Certains ont fait leur lettre de motivation et ont simulé un entretien d'embauche. On a été obligés d'échanger en allemand, ça aide pour la langue, pour l'apprentissage, etc. Je trouve que c'est beau à entendre, c'est une belle langue. Comme ça, quand on entend des gens parler allemand, je trouve ça beau. Et aussi, c'est plus facile que le français parce que, par exemple, ça s'écrit comme ça s'entend. Ce jour-là, l'ambassadeur d'Allemagne, accompagné de la rectrice de Strasbourg, est venu découvrir le cursus bilingue. Une visite en amont de la journée de l'amitié franco-allemande qui se fête le 22 janvier. Il faut effectivement toujours veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'établissements qui travaillent ensemble pour pouvoir trouver des projets concrets
par lesquels les élèves apprennent que l'allemand, c'est le quotidien. C'est quelque chose avec lequel on peut réussir dans le quotidien. C'est la base de toute entente entre nos peuples européens, français, allemands, mais aussi au-delà, c'est la connaissance de l'autre. Donc tous ces échanges physiques, concrètes, avec des amis de l'autre côté de la frontière, sont en fait la base de toute future coopération. Alors que l'apprentissage de l'allemand souffre souvent d'une image difficile, l'Académie de Strasbourg a pourtant vu ses effectifs d'élèves bilingues au premier degré et dans les collèges et lycées doubler en 10 ans. Et l'établissement Louise Weiss est représentatif de ce que l'Académie souhaite faire à travers l'enseignement de cette langue. L'allemand, dans ce territoire de l'Académie de Strasbourg, c'est à la fois l'allemand langue régionale qui fait tout le lien avec l'histoire de l'Alsace, les dialectes, et puis en même temps, c'est la langue du voisin, la langue de nos amis allemands. Et c'est très important, c'est la langue de l'accès à l'emploi. Parce qu'il y a de l'emploi en Allemagne, il y a de l'emploi en France, sur le territoire alsacien, dans les entreprises françaises, avec un atout, le fait de maîtriser l'allemand. Aujourd'hui, 16% des écoliers alsaciens bénéficient d'un enseignement bilingue, 12 heures en allemand et 12 heures en français. Au collège, ils ne sont plus que 7,3% et au lycée, 4,4%. Un album avec des vignettes autocollantes à collectionner, ça vous rappelle probablement quelque chose, mais ici en lieu et place des traditionnels footballeurs ou héros de dessins animés, les habitants de la Méno. Ce street album vient de paraître après 1 an de travail et il était possible d'obtenir son exemplaire ce matin au marché. Fanny Kuhn s'y était. Album en main, Emmanuel part à la chasse aux vignettes autocollantes à la Méno. Mais ici, pas de joueurs de foot ou de personnages de bande dessinée. Cet album, élaboré par la compagnie Lu au carré, répertorie des lieux emblématiques du quartier strasbourgeois. Je suis super content du résultat. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un peu plus petit. En fait, non, ça m'a l'air d'être assez complet. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder en détail. Hein. Et puis, j'ai pas toutes les vignettes encore. On est dans un quartier qui a quand même vraiment son histoire et qui a sa place, une place importante dans la vie strasbourgeoise. Donc, un projet comme ça, je pouvais que l'encourager, étant donné que je suis habitant de la Méno depuis 33 ans maintenant. Les autocollants sont à chercher chez les commerçants partenaires de l'opération. Une fois les premiers récupérés, il ne reste plus qu'à trouver où les coller. Et l'album favorise déjà les rencontres dans le quartier. Malik, un jeune habitant, vient prêter main forte à Emmanuel. Il est beau pour moi et c'est un beau projet qui a bien été mis en place. C'est vraiment pour montrer le quartier de tous ses angles. C'est-à-dire pas que du côté négatif, c'est-à-dire c'est un quartier que... C'est des Caïras, tout ça, c'est aussi positif. On a des images de maintenant et du passé. C'est pour toutes les générations. Il y a beaucoup d'habitants que ça leur plaît. 1400 exemplaires ont déjà été édités et la distribution a commencé ce matin sur la place de l'Île-de-France. La compagnie Lu au carré crée et invente des projets artistique dans l'espace public et c'est pour ça que l'idée du street album est née. Elle avait envie de travailler sur un quartier politique de la ville. Par le biais de sondages et de questions, on s'est renseigné sur quels sont les lieux emblématiques préférés des habitants du quartier. Une quarantaine de lieux en sont sortis, comme le Bagarzé, le stade de la Méno, la place de l'Île-de-France, des commerces, des lieux qui n'existent plus aussi aujourd'hui. Le projet s'inscrit dans le quartier et à moyen terme, on réinterviendra auprès des écoles pour faire un travail autour de la mémoire du quartier, de la rénovation urbaine. Pour récupérer les albums, rendez-vous chez les commerçants partenaires de l'opération jusqu'au 25 janvier. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le site Destination Alsace qui vous propose de découvrir toutes les facettes de notre région en images avec un intuitif classement par thème ou sur une carte interactive. La dernière vidéo est consacrée au Mosa Vauban, l'étonnant musée vivant d'art urbain et de street art, près de 1200 mètres carrés, ouvert en mode progressif dans les remparts de la forteresse historique de Neuf-Brisach. Des artistes urbains de renommée internationale s'y succèdent pour peindre les murs devant les visiteurs. Et une belle vidéo pour cette première découverte.
Merci beaucoup Anna pour ce JT, on vous retrouve pas demain. Non, on vous retrouve pas demain, ça sera pas vous. On va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Valérie Zago pour le meilleur de nos terroirs. Cédric Moulot, le propriétaire du restaurant Le Crocodile qui rouvre la semaine prochaine à Strasbourg. Et Simon Philippe, on va parler des Compagnons du Devoir qui vous ouvrent leurs portes ce week-end. Tout ça est à suivre juste après la météo de Sada. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à tous, c'est un vendredi matin qui sera encore agréable puisque vous allez avoir des éclaircies avec tout de même des passages nuageux et si vous êtes dans le nord de la Suisse, le soleil brillera. Les valeurs en cette matinée, il fera 1 degré, ce sera la minimale sur l'ensemble du Haut-Rhin, 2 degrés à Strasbourg, 3 degrés si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin, 3 degrés également du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Wurtemberg et 4 degrés à Fribourg. L'après-midi, eh bien, des averses qui seront localisées du côté de Strasbourg, Wissembourg, Mulhouse ou Bâle. Partout ailleurs, toujours cette alternance entre éclaircies et passages nuageux. Les températures, il fera 11 degrés et ce sera la maximale à Fribourg, 10 degrés de Colmar à Strasbourg et 9 degrés partout ailleurs. Votre début de week-end, toujours quelques averses avec tout de même quelques éclaircies et les températures iront entre 6 et 7 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Roselines. Bonne fête, le soleil se lèvera à 8h15 pour se coucher à 17h03. Excellent moment à tous et à demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et l'invité d'Alsace 20 ce soir, c'est Cédric Moulot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le propriétaire du Crocodile, enseigne mythique s'il en est dans la gastronomie alsacienne, que vous avez racheté en 2015. Votre chef, Franck Pelud, est parti en mois de juin dernier. Du coup, vous avez fermé le restaurant pendant 7 mois, fait beaucoup de travaux, recruté un nouveau chef. Et ça touche à sa fin. Le restaurant rouvre jeudi prochain, le 23. Comment ça se passe dans ce cas-là? Ça veut dire qu'on repart de zéro ou l'histoire est toujours là? L'histoire est toujours là, mais c'est clair qu'on repart de zéro. On a fait des gros travaux, on est revenu sur les 4 murs. Donc on a dû recruter une nouvelle équipe. Un peu de stress, un peu d'émotion, mais on est content. C'est bien pour les Strasbourgeois, c'est bien pour Strasbourg. Le Crocodile, Strasbourg a besoin du Crocodile, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc non, c'est bien, on est très heureux. Le nouveau chef s'appelle Romain Briat, qui était jusqu'à présent second d'un chef triplement étoilé dans l'Aude. Comment ça se passe dans ce cas-là? Il a carte blanche, le propriétaire que vous êtes fixe le cadre, donne un peu des consignes quand même? Oui, bien sûr, en plus je suis ancien cuisinier, donc si vous voulez, ça m'intéresse un peu quand même cette cuisine. Non, Romain, bien sûr, a carte blanche, je lui fais entièrement confiance, il a toute ma confiance. C'est un très bon cuisinier, j'ai vraiment trouvé un bon bosseur, quelqu'un qui est respectueux. Donc là, il est en train de découvrir la région, le terroir, les produits, et il a tout mon soutien, on travaille ensemble tous les deux. Comment ça se passe? Il faut le faire venir très en amont, parce que forcément il faut s'approprier, comme vous dites, des produits. Enfin, il y a forcément une identité dans la cuisine, dans l'assiette. On retrouve un petit peu d'Alsace fatalement. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est là. Bon, c'est tout frais, hein, mais si vous voulez, maintenant on a un programme sur les 2 prochaines années ensemble. Donc on va démarrer avec beaucoup de sérénité, calmement. On va faire ça bien. Le but, c'est que le restaurant soit complet, que les clients soient contents et qu'on donne beaucoup d'émotions dans l'assiette. Donc il y a tout un travail qui va se faire avec lui sur les prochains mois. Bon, et justement, sans trahir de secret, quel type de plat on va retrouver à la carte? Là, il est en train de retravailler les harengs pommes de terre. Il a goûté ça dans une de mes vidéos. Un classique. Et un classique, il va travailler les harengs pommes de terre. C'est osé en gastronomie en même temps. Bien sûr, moi je l'encourage aussi à faire ses plats parce qu'il faut que les Strasbourgeois découvrent ses plats. On ne maîtrise pas l'Alsace comme ça, on ne maîtrise pas le terroir comme ça, donc on va lui laisser le temps, on va lui laisser aussi un peu sa chance. Donc la carte va être un petit mix. Donc il m'a fait goûter, j'ai eu la chance de goûter tous les plats. Donc heureusement, oui. Et, ça descend les avantages du propriétaire quand on a des soucis par-dessus. Mais là on est prêt, on est vraiment prêt, je suis vraiment content, je suis très serein, donc on avance. Il a une mission, vous l'avez fixé un objectif en termes de reconnaissance. Le juge de paix, souvent de la gastronomie, c'est les macarons, enfin les étoiles du Michelin. Vous vous êtes fixé des objectifs à ce niveau-là? En fait, on a voulu le faire avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup d'humilité surtout. C'est-à-dire qu'on a décidé de rendre l'étoile au Michelin. Donc, c'est-à-dire j'ai été voir le directeur du Michelin début septembre en leur disant qu'on voulait repartir sur l'édition 2020 à 0. Voilà. Donc, le but maintenant, c'est de travailler avec cette nouvelle équipe, d'avoir ce challenge et d'aller bien sûr redécrocher une étoile. Je veux dire, on va pas se le cacher. On a du mal à imaginer le Crocodile sans étoile. Quoi. Exactement.
voilà, maintenant, on veut pas faire une course aux étoiles, c'est-à-dire on veut pas griller les étapes non plus, on veut poser les choses. Je pense que le crocodile en a besoin, d'accord. Il a été vraiment posé pendant 30 ans avec Émile et Monique Young. Il y a eu un petit peu de perturbation ces dernières années. Moi, depuis 2015, j'ai réussi à récupérer l'étoile qui avait été perdue, mais il y a un vrai travail à faire avec les équipes. Donc, j'ai le temps. Puis maintenant, j'ai 40 ans, donc je suis un peu plus serein, je suis un peu moins casse-cou. Donc, on va prendre le temps. En tout cas, c'est ma volonté et c'est ce que j'insuffle aux équipes. On a un besoin économique, entre guillemets, de ces étoiles, parce que ça se quantifie évidemment en termes de retombées, en termes de clientèle, en termes de tarifs aussi à la carte. Quand on a investi 2 millions d'euros dans les travaux comme vous l'avez fait, évidemment, c'est très lourd. C'est-à-dire que la reconnaissance, notamment des étoiles, ça devient presque une obligation. Une obligation, je dirais pas. Bon, après, le crocodile, les gens viennent pour le crocodile. C'est vrai que la clientèle internationale, par contre, peut venir effectivement un peu plus avec l'étoile. Bien sûr que l'étoile, économiquement, est importante, mais je pense que si on gagnait de l'argent de la gastronomie, ça saurait, il y en aurait plein qui le feraient. Moi, je le fais pour l'amour de mon métier, pour la passion, pour le respect du crocodile, pour Émile et Monique Young. Voilà, c'est quelque chose de viscéral. Ça ne peut pas fonctionner à perte non plus. Non, bien sûr, on ne peut pas fonctionner à perte. Donc c'est vrai que l'étoile est importante, effectivement, pour l'économie du crocodile, bien sûr. Romain Bria, c'est votre 3e chef, du coup, en à peine 5 ans. Au football, un président qui prend 3 entraîneurs, on le regarde parfois un peu bizarrement. C'est la vie d'une entreprise. Je veux dire, c'est aussi le crocodile, qui est une maison qui n'est pas simple. Le crocodile a dents longues. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs perturbations ces dernières années, même avant moi. Hein. Donc maintenant, la maison avait besoin de travaux, elle avait besoin de se renouveler. Donc voilà, maintenant, l'objectif, si vous voulez, d'avoir cherché ce nouveau chef, c'était justement de trouver quelqu'un qui voulait travailler avec moi sur la durée. Le chef Romain a 2 enfants, il est venu avec sa femme, il a déménagé, il s'est installé, il s'est posé. Et j'ai vraiment fait attention de recruter la bonne personne, en tout cas pour la maison. Ce qui était vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et d'avoir justement ce travail avec lui, de travail de confiance, et qu'on puisse s'inscrire sous la durée. En tout cas, c'est en tout cas sa mission et son objectif. C'est difficile de s'inscrire dans la durée quand on a un chef qui est salarié, entre guillemets, quand on a beaucoup de chefs de très haut niveau qui souvent sont propriétaires de leur propre maison. Enfin, souvent, en tout cas, c'est souvent en province. Vous savez, j'ai plusieurs établissements. En Alsace. Moi, j'ai plusieurs établissements, j'ai plusieurs chefs qui sont avec moi depuis 10 ans, 12 ans. Donc, c'est pas une fatalité de les voir partir. Non, non, le crocodile a été vraiment un sujet. La maison avait besoin de travaux, je veux dire, tout le monde le sait. Je les ai annoncés depuis 2015. C'est vrai que c'est pas simple, c'est beaucoup d'engagement. Il faut travailler, on est mis sous la lumière. Le chef n'a peut-être aussi pas l'habitude de ça, Romain, actuellement, donc j'essaye de le protéger. Mais voilà, maintenant, j'essaye en tout cas de voir les choses différemment que sur les dernières années. Et je pense que les dernières années, on a vraiment voulu faire une course aux étoiles, certainement, course à la reconnaissance. Et je pense qu'il faut faire ça un peu plus... On va se calmer un petit peu, se poser un petit peu. Ça rouvre jeudi prochain, on peut réserver. Le 23. Il faut réserver, de toute façon. Il faut réserver, donc là par internet, téléphone à partir de lundi. Et c'est reparti. Une nouvelle aventure. C'est reparti pour une nouvelle aventure. Une belle aventure, une très belle aventure. Il y a les derniers coups de pinceau, c'est parce qu'on n'a pas pu vous montrer les derniers, à quoi ça ressemble. Vous serez prêts. On sera prêts, puisque les travaux sont terminés depuis aujourd'hui. Impeccable. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous. On va continuer de parler de belles et de bonnes choses avec Valérie Zago juste après la pub. Regardez sur les terroirs d'Alsace et du Languedoc où elle nous emmène cette semaine. On parlera également des journées portes ouvertes des compagnons du devoir pour parler formation sous un angle un petit peu particulier. Tout ça est juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Vous avez tous certainement déjà entendu parler des compagnons du devoir, une manière originale de se former à une trentaine de métiers. Entre tradition séculaire du Tour de France et exigences modernes, ils vous ouvrent leurs portes ce week-end dans leur maison de Strasbourg. Bonjour Simon Philippe. Bonjour. À qui s'adressent ces journées portes ouvertes? À des jeunes adultes, à des un peu moins jeunes? Jusqu'à quel âge on peut pousser la porte? Alors elle s'adresse à des jeunes, donc on peut ouvrir les portes des compagnons du devoir à partir de 15 ans. Donc dès la sortie de 3e, on peut rentrer donc, chez les compagnons du devoir pour effectuer un apprentissage. Voilà. Faut savoir qu'aujourd'hui, un apprentissage, on peut le faire jusqu'à 29 ans, puisqu'il y a une réforme qui est passée depuis janvier 2019, où l'apprentissage a été poussé justement jusqu'à 29 ans. Donc nos portes ouvertes s'inscrivent voilà, pour des jeunes de 15 ans à 29 ans qui souhaiteraient se lancer dans les métiers de l'artisanat, mais également... Le tronc commun, pardon, le dénominateur commun, c'est que c'est toujours des métiers manuels, artisanaux? Oui, absolument, oui, voilà. Oui, on aura différents secteurs, on aura des métiers, des formations dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de l'industrie, dans les métiers du goût, dans les métiers des matériaux souples, du textile. Donc voilà. Donc,
tout le monde peut venir à ces journées portes ouvertes. Et puis j'invite même les curieux à venir justement à la Maison des Compagnons du Devoir de Strasbourg, parce qu'en général, on passe toujours un très bon moment. On le voit sur les images, ça se présente, il y a des salles de cours, ça se présente souvent beaucoup sous forme d'ateliers aussi. C'est toujours des formations en alternance, il y a toujours une partie aussi en entreprise. Toujours, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel, je dirais, chez les Compagnons du Devoir, c'est que chaque formation qu'on propose se fait forcément par la voie de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que nos jeunes sont amenés à aller travailler dans une entreprise et à également passer un peu de temps donc, au centre de formation tout au long de leur cursus. Quelle est la plus-value, la patte, le côté historique, pluriséculaire des Compagnons du Devoir? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on amène? Quelle est la touche qui est un petit peu différente chez vous d'une structure d'enseignement classique? Je pense que la plus principale différence qu'on trouvera, en tout cas, elle se trouvera après le premier diplôme que passeront les jeunes, donc soit un CAP, soit un bac pro, elle se trouvera clairement sur le Tour de France. Je pense que, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de formations qui peuvent proposer comme ça le fait de voyager partout en France pendant plusieurs années, en se formant voilà, à travers divers savoir-faire, en allant... Vous mettez, à disposition le réseau, ce qu'on appelle des maisons, qui maillent le territoire, du réseau d'entreprises à chaque fois localement. L'idée, c'est de se faire presque prendre en charge pour voyager. Oui, absolument, voilà, c'est ça. On a un tissu de maisons de Compagnons du Devoir un peu partout en France. Et aujourd'hui, donc, les jeunes sont amenés à aller travailler donc, pendant 1 an dans une maison de Compagnons du Devoir où on leur trouve une entreprise et ils sont amenés voilà, à aller se former aux spécificités un petit peu locales et à découvrir voilà, comment on peut travailler dans certaines régions de France. Pour une partie des élèves, il y a aussi toujours cette... c'est une partie d'excellence, on parle toujours du chef-d'œuvre à réaliser, du statut de compagnon, enfin, il y a toujours aussi cette notion d'excellence au sein de la maison. Oui, tout à fait. Voilà, l'objectif ultime, on va dire, pour quelqu'un qui s'engage sur le Tour de France, c'est de passer donc, compagnon du devoir, d'être reçu compagnon du devoir à la fin de son Tour de France. Et effectivement, il a donc un chef-d'œuvre à réaliser, qui est une pièce personnelle, voilà, mêlant tous ces savoir-faire qu'il a pu acquérir tout au long de ce Tour de France. Voilà, c'est un gros travail, hein, c'est minimum 600 heures de travail personnel, alors qu'en plus, voilà, il travaille dans une entreprise. Donc voilà, c'est énormément de boulot pour devenir compagnon du devoir. Quand on ouvre les portes comme ça, tous les jeunes de la région, vous accueillez notamment plusieurs centaines de collégiens vendredi matin, demain matin. Vous sentez aussi ce regain d'intérêt, en tout cas de considération pour les métiers manuels qui ont été, alors pour les gens de ma génération, quand même clairement assez sous-évalués? Oui, absolument, pour passer dans des collèges ou dans des lycées, justement, pour parler des Compagnons du Devoir et parler plus globalement de l'apprentissage et comment ça se passe aujourd'hui, je sens qu'il y a un regain. En tout cas, il y a un certain intérêt qui revient pour les métiers de l'apprentissage. L'image a changé ou est en train de changer. Je pense que, comme vous l'avez dit, voilà, les métiers, certains métiers, notamment dans le bâtiment, ont pu être... voilà, je pense qu'on a pu avoir une certaine mauvaise image de ces métiers-là. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Voilà, il y a énormément d'emplois dans ces métiers-là. Ce sont des beaux métiers, vraiment. C'est pour ça qu'on parlera de métiers de l'artisanat. C'est vraiment des beaux métiers aujourd'hui qu'on peut faire en France. Cédric Moulot, vous acquiescez, c'est quelque chose en termes de valeur, en termes d'histoire qui vous parle? Oui, je suis d'accord, surtout les métiers manuels, on connaît bien ça, mais je trouve ça très très bien. On en parlait tout à l'heure, c'est dommage que les cuisiniers ne peuvent pas aussi le faire, ou les pâtissiers peuvent le faire, les boulangers peuvent le faire. Mais je trouve ça génial que ces jeunes puissent intégrer des entreprises, faire le Tour de France. Bravo. Il y a un côté communauté aussi de valeurs qui perdure avec la longue histoire des Compagnons du Devoir. Quand on en fait partie, c'est quelque chose qui est particulier, qui reste. Oui, bien sûr, mais on fait partie voilà, du réseau, je dirais, Compagnons du Devoir. Et ça, pour ceux qui vont jusqu'au bout de leur Tour de France, c'est un réseau qu'ils ont à vie. Donc ils sont tout le temps accueillis dans les maisons des Compagnons du Devoir. Ils peuvent passer n'importe où en France, ils seront tout le temps les bienvenus. Et ils peuvent bénéficier du réseau aussi des entreprises qu'on a chez les Compagnons du Devoir. Merci beaucoup Simon Philippe. On rappelle que ça se passe à la maison de Strasbourg, rue de Vasselonne, si je ne dis pas de bêtises, près du musée d'art moderne. C'est ça, tout à fait. Vendredi, samedi et dimanche, alors pas vendredi matin, c'est pour les scolaires, mais vendredi après-midi et de samedi à dimanche de 9h à 18h. Vous avez toutes les infos ici et puis sur le site des Compagnons. Vous restez tous les deux avec nous, on va parler des terroirs d'Alsace, mais aussi du sud de la France, comme chaque semaine, avec Valérie Zago. Au sommaire, direction le Roussillon pour l'appellation Maury, le domaine Tunevin-Calvet. Ensuite, un petit quiz évidemment sur le vin. Et pour finir, mon coup de cœur, un grand cru Sonnenglans, domaine Bolgal.
On commence, direction plein sud, le Languedoc. Languedoc-Roussillon, j'amène ma petite vous carte. Vous n'êtes pas GPS ou vous êtes carte vous. Oui, je suis carte. On va avoir un peu plus de visibilité. Donc pour l'appellation qui s'appelle Maury, qui est le tout petit vignoble, c'est tout petit. On se situe à 30 km environ de Perpignan. On est sur un vignoble petit de 310 hectares, d'où la petite tache parmi les grandes taches autour. Essentiellement constitué du cépage grenache noir pour les rouges, un peu de grenache blanc et de grenache gris également. C'est un vignoble de petites collines qui est entouré, délimité au nord comme au sud par de grandes falaises calcaires, notamment la fameuse falaise calcaire qui abrite un château cathare très connu, le château de Quéribus. Que j'ai visité quand j'étais petit. Voilà, incroyable. Ça rappelle de bons souvenirs. Et donc c'est quoi? C'est essentiellement des vins doux, naturels? Alors il y a effectivement, à l'origine c'est essentiellement des vins doux naturels, Maury. Simplement depuis 2011 on a des Maury secs qui arrivent en blanc et en rouge. Maintenant côté terroir, on est sur un terroir qui est relativement homogène, avec un sol essentiellement de schiste noir, d'où le nom de Maury qui veut dire terre noire. Donc il existe plusieurs types en fait, de vins doux naturels. Exactement. Alors déjà peut-être plus expliquer ce que l'on appelle un vin doux naturel, ce qu'on appelait vulgairement du vin cuit. Donc vin cuit ça n'existe pas. Le vin doux naturel en fait c'est le fait que ça soit un vin de mutage. Alors le mutage c'est une opération technique qui consiste à couper la fermentation alcoolique par l'ajout d'alcool vinique. Et là, vous avez la base de la vinification des vins doux naturels. Après, il y a deux types de vins doux naturels en Maury, notamment. Le Maury dit Grenat, ce qu'on appelait sur une maison qu'on connaît tous, le Massamiel, le vintage. Là, les vins sont passés en élevage, en cuve. Une à plusieurs années. Là, c'est plutôt des Maury dits de dessert qui vont avoir des arômes de fruits noirs, de cacao, gorgés de fruits. Ça reste quand même des vins avec un certain taux d'alcool, un peu de sucre, puisqu'on a coupé la fermentation, on le rappelle. Donc ça, c'est plutôt des vins de dessert. Ensuite, il existe ce qu'on appelle les Maury, dits rancio, c'est plutôt des Maury oxydatifs. Et là, l'élevage est complètement différent. On va passer en petites bonbonnes de verre à l'extérieur pendant une année entière, donc choc thermique, ça permet d'accélérer le vieillissement du vin. Et là, on est sur une complexité d'arômes qui est complètement à l'opposé du précédent, donc c'est vraiment deux types de Maury. Là, on va avoir plutôt des arômes également de figues, de dattes, au niveau également de cire d'abeille, complexe au niveau des cacaotés, de noix. Là, c'est des Maury qu'on va plutôt accorder avec du batane gras, des fromages persillés, du bleu. Donc on est à l'opposé, c'est très complexe et très intéressant. Il faut commencer quand même par goûter les vintages et les grenats, ça permet d'avoir une première approche au niveau des Maury. L'eau à la bouche de nos invités. Est-ce qu'il y a un domaine à nous conseiller du coup cette semaine? Alors le domaine, c'est le domaine Tunevin-Calvet. On est sur un millésime 2013. Là, on est sur le Maury dit Grenat, donc un Maury qui a été élevé en cuve, qui n'est pas passé en bonbonne de verre. Là, on est sur un Maury classique, un gorgé de fruits. On est sur des fruits noirs, de la cerise, un bigarreau, un côté crème de cassis, légèrement cacaoté. Très joli Maury pour commencer à découvrir cette appellation et à accorder avec du chocolat. Si en plus le chocolat a un peu poivré ou épicé, c'est parfait. C'est génial. Un petit objet à nous présenter? Alors, ce n'est pas un petit objet ce soir. Un grand objet? Petit... Non plus, c'est des petites cartes. Il s'agit d'un petit quiz, le quiz du Larousse du vin. Alors, ça peut être le cadeau de fin d'année, mais c'est trop tard. Donc, vous avez une année pour vous entraîner, pour devenir incollable. Alors, c'est pas fait pour les professionnels, même qu'on apprend beaucoup de choses sur le vignoble, sur les cépages, sur les vins. Alors, petite question peut-être. Alors, c'est des petites fiches recto verso. Je fais équipe avec Cédric. Ah, voilà. Alors, allez, on y va. Comment s'appelle le puceron qui a dévasté les vignes en Europe au XIXe siècle? Phylloxéra. Non, pas Phylloxéra. Je suis dyslexique, c'est pas de ma faute. Selon la légende, quel moine bénédictin fut l'inventeur du champagne? Dom Pérignon. Voilà, parfait. Et en onologie, qu'appelle-t-on un climat? Il y a un piège? Non. Le temps qu'il fait sur le secteur en question, c'est trop facile. Alors le climat, c'est ce qu'on appelle le territoire, le parcellaire en Bourgogne. Ok. Voilà. Okay. Oh, bravo messieurs. Hein. Voilà. Donc plein de petites questions, 80 fiches. On va réviser. C'est pour devenir incollable. Hein. Mais voilà, Merci beaucoup Valérie. Il vous reste 30 secondes pour votre coup de cœur de la semaine. 30 secondes. Même pas, 25. Allez, hop. Bodgueil, un grand cru Sonnenglans Pinot Gris, là où on est évidemment en retour en Alsace, c'est un terroir très calcaire qui permet de mettre en évidence et d'exprimer toute la finesse des Pinot Gris. On est sur un vin racé, extrêmement élégant, sur des notes complexes de fruits exotiques, toujours ces notes fumées
Sommet grillé. Vraiment un très grand vin d'Alsace, un Pinot Gris remarquable. Cédric Moulot acquiesce. Grande maison. J'ai été rapide et efficace. C'est parfait. Merci beaucoup Valérie. Merci. Cédric Moulot, le Crocodile, ça ouvre jeudi prochain. Merci beaucoup d'être avec nous. Simon Philippe, les journées portes ouvertes des compagnons du devoir ce vendredi et ce samedi. La suite, comme chaque jeudi, le magazine du logement et de l'habitat. Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Alors vous pensiez peut-être que la CIBAR ne s'occupait que de logements sociaux ou de résidences seniors, alors détrompez-vous puisqu'elle dispose également d'un certain nombre de locaux commerciaux, comme c'est le cas ici dans le quartier de la Méno. Alors je vous propose de nous retrouver avec Michel Haim qui va nous en dire un peu plus sur le sujet. Michel, bonjour. Bonjour. Alors je le rappelle, vous êtes responsable du pôle location-vente à la CIBAR, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on se situe place de l'Île-de-France au quartier de la Méno parce qu'on va parler des beaux commerciaux. Oui. Qu'est-ce que ça représente en fait en termes de nombre à la CIBAR, les beaux commerciaux? Alors à la CIBAR, on a une petite centaine en fait de beaux commerciaux, professionnels, professions libérales, etc. Et sur la Méno, on est à peu près une vingtaine de locaux commerciaux en fait. Pourquoi est-ce que vous avez décidé justement de vous lancer dans les beaux commerciaux? Ça date de quand à peu près? Alors depuis quasiment l'origine de la CIBAR, donc le premier commerce date de 1958. D'accord. Et puis après, voilà, c'était une question d'opportunité, de stratégie, d'ouvrir ou non des commerces, donc d'acheter ou de construire des locaux commerciaux. Et donc voilà, ça apporte aussi un développement dans le quartier. Donc en fait, voilà, les personnes, donc les consommateurs, les locataires, en fait souhaitent avoir des commerces à proximité. Donc c'est de ramener cette qualité de service et ce dynamisme dans le quartier qui permet à chaque locataire, quand il va sur son lieu de travail, dépose les enfants à l'école, d'avoir ce commerce à proximité et de ne pas devoir aller à une distance plus longue pour acheter sa baguette ou pour passer à la pharmacie. Voilà. Parce que c'est exactement ici ce qui s'est passé dans le quartier de la Méno. Ça a apporté un dynamisme, une animation du quartier en fait ici. Ça développe le quartier, ça permet aussi un lien social puisque vous pouvez déjeuner dans les restaurants, dîner dans les restaurants, prendre un café, donc ça permet également ce lien social. Alors quand on veut mettre en place justement des locaux commerciaux, on ne met pas tout et n'importe quoi. Alors oui, il s'agit de déterminer ce qui est intéressant pour le quartier en termes d'implantation, et puis après s'il y a déjà une boulangerie, s'il y a déjà en fait une pharmacie, etc., c'est de effectivement pas qu'il y ait la même chose qui s'implante, c'est un petit peu dommage, et puis ça permet de diversifier le type de commerce. L'idée c'est pas de mettre 3 boulangeries les unes à côté des autres, c'est ça? Non, exactement. Alors, on disait tout à l'heure 1958 les premiers. Ici, dans le quartier de la Méno, ça représente combien à peu près en termes de locaux commerciaux? Comme dit, une vingtaine. Voilà, là, on parle surtout de locaux commerciaux. Après, il y a aussi des professions libérales, des locaux associatifs. Donc voilà, ça permet ce dynamisme dans le quartier. Alors, on parle du quartier de la Méno, mais vous êtes aussi implanté sur d'autres endroits, essentiellement au niveau de l'Eurométropole ou aussi en dehors? Comment ça se passe? Alors, nous sommes bien implantés sur l'Eurométropole, dans les quartiers de Strasbourg, Haute-Pierre, Neudorf, le centre, mais également sur les sites extérieurs, donc comme Saverne, Ernolsheim, Ergersheim, voilà, donc un petit peu sur le Bas-Rhin. Souvent là où nous avons des logements d'habitation également. Vous êtes quand même un bailleur social, oui. On s'attend à ce qui est essentiellement des logements, on ne peut pas savoir forcément au premier abord que tiens, la boulangerie ici appartient, enfin c'est pas la boulangerie qui appartient, mais c'est le local en tout cas qui appartient à la CIBAR, que le M-Café ici au quartier de la Méno appartient aussi à la CIBAR. C'est quoi l'intérêt pour vous en fait en tant que bailleur? D'avoir ce développement du quartier et cette animation du quartier, cette qualité de vie, pour que les personnes retrouvent ces services de proximité dans leur quartier. L'idée c'est de créer de la rencontre aussi? Oui, oui. Effectivement, par les restaurants, le salon de thé, quand vous cherchez votre baguette le matin. Voilà. Très bien. Du coup, pour un local commercial, c'est aussi un bail comme pour un logement social, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? On signe quoi et si on veut y entrer, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors en fait, c'est pas tout à fait la même chose, c'est un bail également, mais c'est un bail à usage d'exploitation d'un fonds de commerce, alors que pour un logement, ça va être un bail d'habitation. Donc les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Je veux dire, voilà, la durée du bail n'est pas le même, le préavis de résiliation n'est pas le même, les conditions de renouvellement. On essaie quand même d'être très raisonnable au niveau des prix, parce que, comme dit notre priorité, en tout cas à la CIBAR, c'est de créer ce dynamisme dans le quartier, cette qualité de vie. Donc ça permet vraiment à des commerces de s'implanter et c'est notre volonté principale. On doit avoir certains critères pour pouvoir s'implanter en tant que professionnel ? Pas de critères particuliers. Bon, bien sûr, comme quand vous prenez un logement, voilà, c'est des critères de solvabilité, le montage du dossier, que le dossier soit cohérent, que le montage du dossier soit cohérent. Mais voilà, on étudie toute demande et on donne une réponse rapidement à cette demande. Et il reste encore des endroits où vous allez en construire peut-être, ou alors certains locaux qui sont encore non pourvus dans d'autres quartiers ? Oui, disons que ça bouge également. Hein. Les personnes partent à la retraite, voilà, donc libère un local, donc il est toujours possible de nous faire la demande. Et puis à ce moment-là, on renseignera la personne sur le dossier en lui-même, la pertinence de s'implanter et puis de la disponibilité de nos locaux. Très bien. Eh ben, merci en tout cas Michel pour toutes ces informations. Je vous en prie. Ça a été un Merci. plaisir. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, jeudi soir, comme tous les jeudis pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.